Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce live d'1 heure, que vous soyez dans la salle ou à distance. Nous allons être réunis pour un thème qui nous est tous cher, la communication et la RSE. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises. En tant que fournisseur, en tant qu'acheteur, en tant que consommateur, nous sommes tous concernés par l'impact de la communication, et notamment la communication par l'objet, sur l'environnement. Notre objectif, pendant ce live, est de vous apporter des éléments tangibles pour choisir l'objet de communication qui sera en adéquation avec votre démarche RSE. Nous aborderons durant ce live, un peu l'émotion, qu'est-ce qu'une entreprise engagée dans la RSE, les tendances du marché de l'objet et du vêtement d'image. Votre démarche RSE n'est-elle pas de greenwashing? Quels sont les critères d'un objet de communication éco-conçu? Et pour finir, quelle traçabilité, comment mesure-t-on l'empreinte carbone d'un objet d'image ou un textile personnalisé? Pour cela, nous allons vous apporter des éléments pour que vous puissiez choisir l'objet juste et pas juste l'objet. Avant de laisser la parole à mes invités, je me présente, donc Hélène Ferrand. J'ai créé l'agence de communication en 2004, donc il y a 20 ans. Et notre ADN était dans la communication industrielle et nous avons évolué vers la communication par l'objet. Je rappelle, je suis petite fille et fille de communicants également. En 2019, j'ai rejoint le groupe Full-Ace. Et avec la dynamique du groupe, la force du groupe, nous avons pu asseoir notre place sur le marché en tant qu'agence conseil dans la communication par l'objet. Nous avons des clients qui sont dans toute la France et dans tous les secteurs, industrie, bâtiment, formation, services, événementiel. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter Patrick Laporte, président fondateur du groupe Full-Ace, et Camille Ducasse, responsable RSE du groupe Full-Ace depuis 5 ans. Pour ouvrir nos débats, notre présentation, Patrick, peux-tu en quelques secondes, quelques mots, quelques chiffres, nous présenter le groupe Full-Ace, ainsi que qu'est-ce que représente l'engagement RSE, et notamment au quotidien, dans l'équipe, comment, au-delà des certifications et des labels, comment l'engagement RSE se traduit-il là? Bonjour à tous. Je vais commencer par une présentation rapide de Full-Ace. Donc Full-Ace a été créé sous sa forme actuelle, organisation en 2004. Donc, en adéquation, nous fêtons cette année nos 20 ans. Notre métier, c'est on met un logo sur un objet depuis 20 ans. Il est décliné sous 3 formes. Vous voyez, on a 3 métiers principaux. L'objet, le vêtement d'image, c'est l'ancien pour vous ou pour tout le monde, ancien objet pub. Aujourd'hui, la sémantique a évolué parce qu'on ne vend plus d'objets publicitaires. Vous verrez, on va en parler tout à l'heure, les typologies de produits ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, le terme de vêtements et objets d'image est important pour nous. C'est la première partie de notre métier. La deuxième partie, c'est du packaging et du développement de produits. C'est l'activité qu'on a sur la région parisienne avec mon associé. On travaille avec des grands groupes, des marques de luxe pour qui on va développer des produits particuliers, et essentiellement, par exemple, pour une très grande marque de luxe, des boîtes, des inserts à bijoux, des choses comme ça. Et la troisième activité, c'est le merchandising sportif, club amateur et club professionnel. Ces 3 activités représentent chez nous à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires. Sur la slide, vous voyez les chiffres d'affaires de Full-Ace. Il y a une croissance que l'on veut maîtriser. On clôture au 30 juin 2024, donc on espère faire un peu plus encore cette année.
c'est pas la croissance des chiffres qui est intéressante, c'est la façon dont on a fait évoluer nos business progressivement et de façon coordonnée. Nous, les 3 métiers dont je vous parle, on cherche à ce qu'ils soient développés de façon équilibrée. Rapidement, la société, tu es allé un peu vite, Hélène, plus de 115 collaborateurs, répartis sur Bordeaux essentiellement, on a 3 sites et la région parisienne. Plus de 150 fournisseurs. Quand on parle de 150 fournisseurs, la réalité, c'est 30 très gros fournisseurs avec qui on travaille au quotidien. Et après, on va chercher un peu partout en Europe, dans le monde, le fournisseur qui correspond aux besoins de nos clients finaux. 30 agences indépendantes, dont Adéquation, qui nous a rejoint donc en 2019. Aujourd'hui, les agences sont des structures indépendantes, mais qui s'occupent du développement commercial. Et nous, derrière, on s'occupe de tout le reste. On les assiste sur le marketing, la com, les achats, tous les outils, les services dédiés, la PAO, les graphistes, voilà, tous les services dont ils ont besoin derrière. On a ce qu'on appelle 9 showrooms Team Approve, c'est la nouvelle branche à notre métier, la partie sportive. Donc ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un accès important pour nous du développement. Quand on parle de gestionnaire de rencontre, oui, gestionnaire de rencontre, c'est-à-dire qu'on a mis en place pour les agences des gens capables de gérer les grands comptes qui en ont une spécificité particulière, dont les boutiques en ligne. Aujourd'hui, on gère 25 boutiques en ligne. Les boutiques en ligne, c'est un client qui va nous amener la gestion de tous ces objets de com et qu'on va gérer par des déploiements de sites internet, de logistique appropriée. Donc voilà la présentation globale de l'organisation. Et le point essentiel qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre grosse appétence. Hélène, elle est encore allée un petit peu vite, mais c'est pas grave, sur les slides. C'est notre appétence, je reviens en arrière, notre appétence à la RSE. Depuis une dizaine d'années, ce qui est important, c'est de savoir comment on est venu là. Aujourd'hui, on est EcoVadis Platinum, on est ISO 14001, on travaille sur la qualité pour être ISO 9000 cette année. Pour nous, toutes ces certifications, c'est important, mais une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien d'être certifié, mais qu'est-ce qu'on va faire tous les jours? Comment on est rentré dans la RSE? C'est il y a 10 ans, justement, un client, un gros labo pharmaceutique, est venu nous auditer sur notre politique RSE. Il y a 10 ans, notre politique RSE, pour nous, c'était... Qu'est-ce que c'est la RSE? On ne savait même pas ce que c'était. Et donc il est venu, nous a audité, nous a dit, écoutez, la RSE, voilà comment ça marche, c'est la politique des petits pas, on va y rentrer petit à petit. Et on a trouvé ça tellement intéressant qu'on s'y est engouffré depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, on a une démarche à peu près aboutie. Je dis à peu près parce que la démarche n'est jamais aboutie. Et dans les logos que Hélène a déjà slidés, on voit notre participation à un logo important, c'est celui de droite, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Ça, pour nous, aujourd'hui, c'est un élément clé de ce que l'on veut faire. Tout ce que vous avez avant, c'est des certifications, c'est des engagements. La Convention, c'est un regroupement d'entreprises qui, cette année, se sont réunies. Il y en a en Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle on fait partie, il y en a à Lyon, il y en a 5 dans l'année, 80 x 5, ça fait 400 entreprises. Et le but, c'est notre réflexion pendant un an, 6 sessions de 2 jours et demi, comment notre équilibre économique va être maintenu et notre métier va évoluer en fonction des contraintes écologiques qui se confilent. Donc pour nous, c'est aujourd'hui vers ça que l'on tend, au-delà des certifications. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va évoluer? Qu'est-ce qu'une entreprise engagée RSE, Patrick? Alors, pour nous, une entreprise engagée RSE, c'est une entreprise qui aujourd'hui prend conscience déjà de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être conscient qu'on peut continuer à vivre comme on vit ou comme on vivait. On parle de limites planétaires, elles sont toutes dépassées. On parle de surconsommation, je crois que c'est le cas. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que le monde va bouger, que le monde bouge, et qu'on doit être acteur de comment on va faire bouger ce monde. Aujourd'hui, la Convention des entreprises pour le climat, pourquoi on est adhéré? Parce qu'on a pensé qu'il y a 3 leviers pour faire bouger et changer les choses. C'est l'individu, nous. Est-ce qu'on est capable de faire bouger le monde sur la simple volonté des gens? La réponse, elle est, je pense que non. C'est-à-dire qu'on va vivre sous la contrainte et on ne va pas faire évoluer les choses assez vite. Les politiques, qui vont nous contraindre, qui vont faire des lois, mais comme ils n'ont pas de courage, parce qu'il y a des élections tous les 5 ans ou tous les 4 ans, mais les lois ne vont pas aller assez vite,
et ça ne va pas se faire assez bien. Et donc on pense que le levier de l'entreprise est l'élément essentiel pour amener à des solutions nouvelles. Et dans les solutions nouvelles qu'on va amener, on va embarquer toutes nos parties. Nos parties, c'est d'abord nos salariés, nos collaborateurs. Comment leur faire penser, comment les amener à réfléchir sur un monde différent, sur une consommation différente, sur ce que l'on peut proposer à nos clients. Et après, nos salariés, une fois qu'on aura embarqué, on y travaille, vous aurez Camille qui va intervenir là-dessus sur ce que l'on fait, comment on engage nos parties prenantes. Alors dans nos métiers, nos parties prenantes, il y en a deux. Il y a les fournisseurs, les gens chez qui on se fournit, et nos clients, les gens qui écoutent la conférence essentiellement. Nos fournisseurs sont déjà pas mal engagés, c'est-à-dire amènent des solutions, amènent des produits, ont déjà beaucoup réfléchi. À ce titre, Patrick, comment choisit-on un fournisseur? Comment choisit-on un produit éco-conçu? Alors, quel est le juste choix? Un fournisseur, pour aller chercher un fournisseur aujourd'hui, quel fournisseur on doit choisir? C'est la slide suivante, Hélène, que tu m'as posée. Comment on va choisir un fournisseur? On doit choisir un fournisseur. Pour nous, la RSE, c'est la transparence, qui va être transparent. C'est-à-dire qu'il va nous amener des produits certifiés, qui va nous amener des garanties et qui va nous dire, voilà, tel produit, il est produit à tel endroit, il va être de telle composition, il va être livré de telle façon. Donc pour nous, c'est hyper important d'aller chercher un fournisseur qui va mettre la transparence en avant et qui va nous mettre aussi des certifications importantes sur les produits. Par exemple, on a des clients qui aujourd'hui nous disent sur un produit, est-ce qu'on peut avoir l'audit BSCI? L'audit BSCI, c'est l'audit du fabricant du produit sur son côté sociétal. Aujourd'hui, tous les fournisseurs qui sont là présents avec vous aujourd'hui avec nous sont capables de nous donner toutes ces informations. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. On cachait nos origines, on cachait nos fournisseurs, on cachait nos prix de revient, on cachait nos coûts. Aujourd'hui, tout est sur la table et tout le monde doit être capable de donner ses marges et de donner l'origine des produits. Qu'est-ce que je vais chercher chez un fournisseur? C'est lié à... Donc on va chercher des produits utiles et durables et le plus éco-responsable possible. Aujourd'hui, quand on parle de régénératif, d'impact carbone neutre, notre métier, c'est pas possible. On va forcément impacter négativement sur les émissions de CO2. Aujourd'hui, notre travail, ça va être comment mesurer une empreinte carbone le plus bas possible et comment vous amener des solutions les plus éco-responsables possibles. Après, la plus faible impact. Et ce qu'il faut penser, c'est que la RSE, pour nous, l'approche, elle n'est pas que sur l'éco-conception des produits, c'est vraiment l'aspect sociétal, environnemental et économique. La RSE doit respecter ces 3 triptyques. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant aujourd'hui de proposer des solutions tout en pensant au rôle économique. Je donne un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas où j'en suis, j'ai plus que 2-3 minutes. J'ai rencontré un client à une convention des entreprises pour le climat qui me dit « Ah, vos produits, c'est de la surconsommation, c'est du plastique, on les jette. » Ouais, c'est un peu ça. Par exemple, un stylo, on en a tous des milliers, ça sert à quoi de remettre des stylos avec les logos? Mais je dis, qu'est-ce que c'est un stylo? Ça fait 3 jours qu'on est là, on travaille ensemble, tu notes avec quoi? Vous notez avec quoi? Avec un stylo. Un stylo, c'est un objet de com ou un instrument d'écriture? C'est un instrument d'écriture, donc on se servira toujours d'un stylo. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Un instrument d'écriture sur lequel tu mets le logo de ton entreprise et que tu vas donner à tes collaborateurs pour amener un sentiment d'appartenance, pour communiquer sur ta boîte, avec un produit de qualité qui va durer, qui va bien écrire, ou un stylo qui vient des services généraux avec aucun logo. Donc c'est là où on a du sens à amener à nos clients, changer des habitudes de consommation, passer des services généraux à un objet de com, parce que les deux peuvent cohabiter. Donc on peut dire que consommer moins mais mieux. Consommer moins mais mieux, je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il faut que l'on pense. Aujourd'hui, alors on peut parler d'argent, on a des budgets de communication, on a des budgets des services généraux. Il ne faut pas dire je consomme moins donc j'achète pas, parce qu'on achètera toujours, on en aura toujours besoin, mais mieux, c'est-à-dire aller vers plus de qualité. La qualité, c'est quoi? C'est l'éco-conception, c'est le fournisseur qui va vous servir, c'est le producteur qui produit. Regardez la chaîne d'approvisionnement, regardez chez les vertueuses, travaillez dans ce sens-là. À ce titre, pour ceux qui sont en ligne, je vous invite à nous laisser vos
mail coordonné et vous pouvez également demander le rapport de progrès du groupe Foulace qui reprend toute la démarche RSE du groupe. Je peux juste conclure une chose importante Oui, sur ta avant question. de passer la parole à Camille. Et Oui, après, je laisserai Patrick, la vous parole pouvez à Camille, conclure. mais c'est important. Quand on vous dit ce que vous faites, c'est du greenwashing parce que c'est facile. Dans la RSE, rien n'est greenwashing et tout peut être greenwashing. Si je mets du vert sur mon site, c'est greenwashing. Si je dis, voilà, on contribue parce que c'est vert, je vous mets dans un environnement. Aujourd'hui, la RSE, tous les petits actes sont importants et la transparence est importante. Je fais ce que je dis ce que je fais, je montre ce que je fais et je m'engage à faire ce que je fais. Même si je fais petit, c'est une démarche RSE. Voilà, donc là, on n'est plus dans le greenwashing. Il faut évoluer petit à petit et les mentalités, les métiers, notre métier va changer, nos habitudes de consommation vont évoluer. Très bien. Merci Patrick. Avant de laisser la parole à Camille, une petite respiration avec quelques exemples de nos réalisations. Camille, vous êtes la spécialiste et la responsable RSE depuis 5 ans au groupe Foulace. Vous avez mis en place le concept de l'objet juste. L'objet juste et pas juste l'objet. Pouvez-vous nous présenter l'objet juste? Oui, merci Hélène. En effet, notre démarche RSE a permis de donner le jour en 2019 à notre baseline l'objet juste, pas juste l'objet. Pour nous, cette baseline, c'est une réelle conviction d'aller vers des objets qui soient les plus justes possibles. Donc pour nous, qu'est-ce que c'est un objet juste? C'est un objet qui va combiner plusieurs des caractéristiques que vous voyez soit à l'écran et que je vais vous présenter. Donc par exemple, ça va être un objet qui va être de qualité, un objet qui va être utile, un objet aussi qui va être durable, qui va permettre de durer dans le temps, un objet qui reflète les valeurs de la marque, mais également un objet qui est adapté à la cible, que la personne qui le reçoive utilise réellement l'objet, que ce ne soit pas un objet qui va être rangé dans un placard ou jeté après une première utilisation. Et également un objet qui va procurer de l'émotion pour la personne qui le reçoit. Sur l'aspect plus environnemental et RSE, ça va être aussi un objet qui va être éthique ou encore éco-conçu, mais également un objet qui peut avoir un green score élevé. En parallèle de la création de cette baseline, l'objet juste, pas juste l'objet, nous avons développé un green score qui est un système de notation que nous avons mis en place pour nos produits, permettant de comparer des produits entre eux et ainsi de valoriser l'aspect éthique, environnemental d'un produit, mais également d'être totalement transparent, que ce soit aussi bien vis-à-vis de nos partenaires, de nos clients, et ainsi de favoriser cette notion de transparence et de traçabilité. Vous pouvez retrouver toute la sélection des objets justes sur le site Adéquation à la rubrique Objets justes. Au sein de cette sélection, d'ailleurs, vous pourrez retrouver des objets qui sont éco-conçus, par exemple. Qu'est-ce que c'est un objet éco-conçu? Tout simplement, c'est un objet qui va tenir compte des aspects, qui va essayer de minimiser son impact sur l'environnement, et ça dès le départ. Donc ça va être dès l'extraction de la matière première, ainsi que sur toute sa chaîne de production et de transformation, mais également sur tout ce qui va être transformation de produits, donc ça peut être le marquage, et utilisation du produit et fin de vie du produit. Très bien. Aujourd'hui, les entreprises d'une certaine taille ont l'obligation, mais bientôt nous aurons tous l'obligation, TPE, PME et autres grandes organisations, de mesurer notre empreinte carbone et de fournir un bilan sociétal et environnemental, au-delà de notre bilan financier. Donc, Camille, qu'est-ce que l'empreinte carbone d'un objet personnalisé et quels sont les éléments disponibles pour mesurer cette empreinte? Peut-être rappeler qu'est-ce que le scope 3 comme nous l'avons noté pour certains. Oui, alors l'empreinte carbone d'un produit, déjà ça va servir à
définir et à quantifier la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui va être générée par la production de ce produit. Enfin, par la fabrication du produit, mais aussi par son utilisation. Cette notion elle peut être importante en effet par les entreprises, comme vous le disiez Hélène, puisque ça rentre dans le scope 3 d'un bilan carbone d'une entreprise. De plus en plus d'entreprises réalisent leur bilan carbone. Donc un bilan carbone, si on veut qu'il soit complet, ça doit tenir compte de 3 scopes. Donc le scope 1 qui va être les émissions directes de l'entreprise, le scope 2 les émissions indirectes liées à l'énergie, et ensuite on va voir ce qui est le scope 3, donc qui correspond en effet par exemple aux objets que vous pouvez acheter. D'où l'importance d'avoir les éléments nécessaires pour intégrer cette notion d'empreinte carbone du produit dans le bilan carbone de chaque entreprise. En effet, ce bilan carbone, comme vous le disiez Hélène, peut être une notion importante du fait de la rentrée en vigueur de la CSRD, qui est une nouvelle norme européenne qui va imposer aux entreprises de faire un bilan extra-financier du coup, par rapport à ses impacts sur l'environnement, mais aussi ses impacts sociétals. Très bien. Pour en revenir au produit en lui-même, pour faire cette empreinte carbone d'un produit, il est nécessaire d'analyser tout son cycle de vie. On entend par analyse du cycle de vie l'extraction de la matière première, la transformation, le transport, mais aussi l'utilisation et la fin de vie du produit. Pour ça, c'est indispensable pour nous de nous appuyer sur nos fournisseurs qui peuvent nous donner, comme disait Patrick tout à l'heure, le maximum d'informations. À ce jour, de nombreux fournisseurs commencent à travailler déjà sur le développement de solutions pour permettre une transparence totale. Par exemple, avec l'utilisation de QR codes qui sont apposés sur les produits et qui permet à l'utilisateur final qui reçoit le produit d'avoir toute la traçabilité du produit. Donc ça va concerner aussi bien la provenance des matières que la composition du produit. D'accord. Donc on parle d'un passeport numérique ? Exactement, c'est tout à fait ça. Un passeport numérique qui est accessible du coup tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet que même la personne qui va recevoir le produit, puisque des fois, certainement vous achetez des produits que vous allez offrir, mais la personne qui reçoit le produit aura l'accès à toute cette transparence et à toute cette traçabilité. Camille, vous pouvez nous faire une démonstration ? Alors, j'ai pris pour exemple un petit t-shirt qui a un gros QR code indiqué. Le but, c'est quand on scanne ce QR code, je vous ai déjà préparé sur la slide ce qui apparaît, vous avez la visibilité d'accéder au passeport numérique et ainsi de voir la composition du produit et la provenance. Notre objectif, c'est de pouvoir travailler avec des fournisseurs qui nous mettent à disposition ces éléments-là pour justement faciliter cette traçabilité et la réalisation de l'empreinte carbone du produit. Très bien. Donc, ceux qui sont présents vont pouvoir avoir et apprécier donc, les articles avec des passeports numériques. Et pour ceux qui sont en ligne, vous nous sollicitez et nous prendrons rendez-vous. Un mot pour terminer, avant les questions du public. Je reviendrai sur le passeport numérique, le QR code que l'on voit est sur les étiquettes des produits et pas sur le produit en général. Ne vous affolez pas. C'est important, ça permet de mettre le logo de votre entreprise sur le produit. Voilà, c'est une précision. Merci Patrick. Est-ce que nous avons des questions du chat ? Oui, tout à fait. Alors, première question. Pourriez-vous nous en dire plus sur la filière textile ? Camille ? Alors, un marquage du logo en France est-il déjà une amorce pour une démarche RSE ? Donc là, je pense que la personne veut peut-être distinguer la fabrication du produit et l'aspect marquage. C'est deux questions différentes ou de la même personne ? Deux questions différentes, ok. Donc la filière textile, peut-être sur les produits naturels ou recyclés. Vas-y, je te laisse répondre. Alors sur la filière textile, bon, la question est assez vaste, Vaste, on va essayer oui. de répondre. Donc nous c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup déjà à travers la traçabilité, comme vous avez pu le voir avec l'exemple du QR code, mais aussi à travers le choix des matières premières qui vont être utilisées.
Par exemple, on est certifié GOTS, ce qui nous permet de pouvoir proposer des produits textiles en coton biologique qui vont être certifiés tout au long de leur chaîne de production et de distribution. Donc ça nous permet vraiment d'assurer que la culture du coton va respecter l'environnement, mais aussi tout ce qui va être respect des droits de l'homme. Et ça concerne toutes les étapes de la chaîne, donc quand on est à la transformation, au marquage. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir proposer des produits qui vont être conçus avec des produits dont on a la traçabilité et l'assurance qui respectent les exigences qu'on veut proposer à nos clients. Donc la certification GOTS, vous l'avez sur le textile, mais nous pouvons aussi la proposer sur le marquage. Sinon, le produit n'est pas certifié GOTS. Exactement. Donc, un petit point de vigilance sur, entre ce qu'annonce le textile et jusqu'à la fin de la chaîne de production, de marquage, jusqu'au consommateur final. Sur la question du marquage, peut-être fait en France. Oui. C'est la question de qu'est-ce qui est fait en France, qu'est-ce qui n'est pas fait en France, et est-ce que le Made in France est RSE? C'est un bon débat. Oui. C'est-à-dire que si on veut acheter que des produits Made in France en textile, on ne va pas être tous bien habillés et assez. Je donne un exemple, dans nos métiers, beaucoup de produits textiles, la filière textile, les produits viennent du Bangladesh. Et puis à Zara, H&M, tout le monde produit au Bangladesh. Et si demain on décide de ne plus produire au Bangladesh, d'acheter qu'en France et en Europe, qu'est-ce qui se passe au Bangladesh? Est-ce qu'on pense aux ouvriers qui travaillent au Bangladesh? Donc l'approche RSE, est-ce que c'est de tout relocaliser parce qu'on pense qu'à l'empreinte carbone, ou se dire on maintient un équilibre économique dans le monde de façon à ce que tout le monde vive décemment et monte ses critères de qualité dans chacun des pays? Donc je pense que c'est ça l'approche RSE, c'est pas que raisonner sur la proximité de la production, parce que de toute façon c'est pas possible, on ne va pas relocaliser des usines dans tous les pays du monde, ça ne sert à rien. Et puis il y a des équilibres économiques à maintenir. Donc c'est pas parce que c'est fait au Bangladesh ou en Chine que ce n'est pas RSE. Bien sûr l'empreinte carbone sera touchée, mais c'est à nous de demander, ce qu'on disait, des audits BSCI, des usines, de pousser les gens à évoluer dans leur comportement, ce qui se fait déjà depuis 15 ans en Chine où tout a évolué. Et des pays comme le Bangladesh où nos fournisseurs textiles produisent, les normes de qualité et les demandes d'audit BSI sont présentes, donc tout évolue. Et après le marquage, oui, dans la filière textile, on marque beaucoup en France, parce que les produits sont stockés dans des zones intermédiaires en Europe, et donc on travaille par des ateliers de marquage français. Là se pose la question de l'encre, des encres à l'eau, comment, des solvants, pas de solvants, donc là aussi ça évolue. Et pour être GOTS, comme on disait tout à l'heure, pour avoir ces filières, il faut que le produit soit GOTS, le marqueur soit GOTS et que le distributeur soit GOTS. C'est-à-dire que si nous on a la certification GOTS, si le distributeur n'est pas GOTS, le produit ne sera pas GOTS à l'arrivée. Il faut que toute la chaîne soit GOTS. Avec le transport qui échappe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Bonjour à tous. J'ai une question sur le matériel qui est compostable. Par exemple, aussi, c'est les objets qu'on peut planter après qui donnent des fleurs, par exemple. Est-ce qu'il en existe, est-ce qu'on peut tout faire aujourd'hui avec? Ou est-ce que c'est vraiment des catégories de produits? Vas-y. Bon, alors le sujet du compostable, je veux juste faire un petit point de vigilance sur ça, aux termes qui sont utilisés. En effet, ça existe des produits qui sont compostables, mais être vigilant parce que à ne pas faire des allégations environnementales qui soient faussées. Certains produits sont compostables ou biodégradables seulement en milieu industriel, donc à ne pas confondre avec les produits qui sont faits à base de graines ou de plantes, où là ça va être réellement compostable. À ce jour, il existe pas mal de gammes qui proposent ces types de produits. Après, vous dire précisément si on peut tout faire, je pense que tout s'étudie. Par exemple, je pensais à des gobelets. Vous savez, si on fait une grosse manifestation et qu'on veut avoir plein de gobelets, alors maintenant, ça se fait souvent les gobelets réutilisables, mais ça sera encore mieux qu'on puisse même les jeter, c'est pas grave, et que ça fasse par exemple des fleurs.
Est-ce que c'est faisable ça? Le papier à glace. Aujourd'hui, le gobelet est difficile, ça ne peut pas être dégradable, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on passe sur les solutions. C'est pour ça qu'on travaille sur des notions de réutilisables. Donc les gobelets dans les stades, dans les événements, c'est ce qu'on voit. Il y a des bacs de collecte des gobelets, on va les réutiliser. Donc c'est une belle évolution parce que ça permet à l'utilisateur de le garder. S'il veut garder un souvenir qu'il ramène à la maison, il va l'utiliser à la maison, ou de le remettre dans des bacs qu'il collecte, qu'il les nettoie et qu'il les remette en circulation. Donc là, on est plus dans une notion de réutilisable que de biodégradable, parce que tout n'est pas biodégradable et tout est difficilement recyclable aussi, ça dépend comment sont constitués les produits. Donc aujourd'hui, tout n'est pas biodégradable et recyclable. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et est-ce qu'il y a d'autres... Ah, pardon. J'arrive avec le micro. Bonjour. Donc j'ai trouvé l'idée du QR code assez intéressante et j'avais une question. Est-ce que vous faites des vêtements avec un QR code peut-être un peu plus petit, n'est-ce pas, mais qui permettrait, je dirais, qu'on est en face d'un client, il nous flash le QR code et il a l'identité de la société. Toutes les coordonnées de la société. Est-ce que ça existe? Tout à fait. Oui. D'accord. Aucun souci. Le QR code, on peut mettre le message que l'on veut derrière. Donc on peut mettre le QR code et le message, le logo de la société, on peut mettre ce que l'on veut. Là, l'intérêt de ces QR codes que l'on vous a présentés là, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la transparence. Vous savez où il est produit, quelle empreinte carbone il a, de quelle composition il a, donc c'est intéressant, mais on peut le lier aujourd'hui dans vos solutions à cette information, plus l'information de la société, du client qui utilise. Sur les stylos, on le fait... Sur tous les produits. Tous les produits, ouais, tous les produits. Ouais. On a accès à la société. Ah, une autre question. Deux questions. Constatez-vous une accélération de la demande de vos clients pour ces produits en 2023-2024? Alors, ces produits, je pense que c'est les produits RSE. Oui, tout à fait, nous constatons une accélération nette et un besoin d'information, parce que souvent, pour certains, uniquement pour certains, la RSE se limite malheureusement qu'au transport du produit jusqu'à chez eux. Alors que là, nous, on a un vrai rôle de conseil et d'apport d'informations sur la conception du produit, la fabrication, le marquage, et que ce n'est pas uniquement l'empreinte carbone de lieu de réception du marqueur jusqu'à chez eux qui est pris en compte. Donc, nous avons réellement une accélération de la demande, d'abord parce que la société et la loi fait que nous devons fournir plus d'informations, qu'il y a une réglementation et tant mieux. Donc oui. Oui. Et nous avons également pas mal de demandes sur des produits qui sont fabrication France ou fabrication Europe, et aussi on essaye quand même de vous expliquer que on peut tracer un produit et qu'il est peut-être plus éco-responsable en étant fabriqué dans un autre pays que la France, et qu'on le trace, quoi. Donc, Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, si on regarde les demandes aujourd'hui des produits RSE, responsables, on en a de plus en plus. Les gens sont intéressés pour faire évoluer les consommations. Après, l'acte d'achat aujourd'hui n'est pas là à 100%. Il y a entre la volonté et l'acte, il y a encore chez nos clients un grand écart. Oui. On prend l'exemple des produits made in France, on n'en vend pas beaucoup, ça doit faire 5% du business que l'on fait sur notre échelle. Par contre, on constate de plus en plus de produits made in Europe. Donc c'est une sensibilisation. Après, les écueils face à ça, c'est le coût.
aujourd'hui. Donc nos clients finaux se disent ah c'est quand même un peu trop cher le Made in France, la solution. Donc à nous de travailler, c'est des solutions où les coûts vont baisser. Et après c'est aussi un manque de méconnaissance. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui? Parce que déjà dans l'objet, on va parler de l'objet publicitaire, il y a 10 ans, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que ça écrit bien? On travaillait sur le design et l'utilité. Aujourd'hui en plus on rentre des normes RSE dans l'objet. Donc je me mets à votre place, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que sur tel objet il est vraiment éco-conçu? Est-ce qu'il est RSE? Est-ce qu'il rentre dans ma démarche RSE? C'est compliqué. Donc aujourd'hui on est à la croisée des chemins où les gens ne savent pas vraiment quel produit prendre, comment prendre, et on finit par prendre un prix. Aujourd'hui, il va falloir commencer à évoluer. J'en prends moins, mais je m'assure qu'il soit un peu plus qualitatif et qu'il réponde à la démarche RSE globale de mon entreprise. C'est ça, c'est que chaque entreprise est en train de définir sa démarche RSE. Donc, alors aujourd'hui, on a une demande qui s'est accélérée de nos clients, mais on a aussi une offre de nos fournisseurs qui est nettement plus large en matière d'éco-responsabilité. Nous avons également une offre de produits RSE et aussi solidaires pour soutenir une cause. Vous pouvez, en plus d'avoir un produit RSE, une démarche solidaire en reversant à une association pour une cause. Donc ça, c'est des demandes qui sont de plus en plus fréquentes, comme par exemple pour l'Octobre Rose. On a eu cette année énormément de demandes pour cet événement-là, par rapport aux autres années. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, une autre question derrière, pardon. La consommation de l'eau devient-elle un critère important pour la RSE? Camille? La consommation de l'eau, ça fait partie des consommations globales qui sont à prendre en compte sur la démarche RSE d'une entreprise. Donc forcément, oui, ça rentre en compte. Après, se dire que nous, c'est un frein dans notre métier, je pense pas. Parce que si on a moins d'eau, on trouvera des alternatives de production qui nécessitent moins d'eau. Mais ça en effet un sujet à prendre en compte. C'est un sujet important parce que ça fait partie des ressources naturelles qui peuvent s'épuiser, des endroits où il n'y en aura plus et des endroits où il y en aura. Ouais. C'est dû au réchauffement climatique, c'est dû à plein de raisons, c'est dû aux cultures intensives et des monocultures qui assèchent les sols. Donc aujourd'hui, on se doit toutes les filières de travailler pour régénérer les sols, pour que l'eau existe. Mais effectivement, ça peut devenir une des ressources qui diminue. Donc c'est là où le problème est la culture du coton, qui demande beaucoup d'eau. Donc c'est des choses à appréhender. C'est pour ça que la surconsommation doit baisser. On doit passer d'une surconsommation à une consommation cohérente, de façon à moins produire et moins consommer d'eau. Donc oui, dans l'approche de la RSE, c'est une dimension importante. C'est une dimension importante et certains fournisseurs communiquent sur le nombre de litres d'eau économisés pour certains produits. Tout à fait. Non, mais ça fait partie des que ça critères. soit sur du textile ou sur des objets de bagagerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bien, nous sommes là. Ah, pardon. Bonjour. Bonjour. Quels sont les objets les plus éco-responsables dans la fabrication, dans le transport? Est-ce que vous pouvez répondre à ce type de questions? Tu commences à répondre. Sans dénigrer ou... Alors, comme on a une variété assez large d'objets, de textiles, c'est compliqué de dire spécifiquement une typologie de produit ou objet. C'est compliqué de dire une typologie de produit en particulier, puisque en fait on est à peu près en mesure de pouvoir répondre sur différents types de produits en adaptant par rapport à votre besoin. Donc si c'est une gourde par exemple que vous voulez qui soit éco-conçue, qui soit peut-être faite par un établissement qui fait travailler des personnes en situation de handicap parce que pour vous l'insertion c'est intéressant, on sera en mesure de vous proposer ça. Si par contre vous voulez que ce soit un stylo qui soit avec les mêmes caractéristiques, on sera également en mesure de vous proposer ça. Ça va vraiment dépendre de votre besoin, on pourra étudier un peu chaque produit au cas par cas. Donc en fonction des objectifs de... Exactement. Mais Aujourd'hui, il n'y a pas d'objet 100% éco-responsable.
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ils sont le plus éco-responsables possible et on trouve de plus en plus de solutions. Et après, c'est la matière première du produit aussi qui va être intéressante à travailler. On trouve, on a fait une opération sur des kakémonos, enfin de la PLV, avec des pots de yaourt recyclés. Donc on arrive aujourd'hui à travailler, il y a des gens qui travaillent avec différentes matières, on va aller chercher des produits qui créent du déchet, qu'on va recycler, on va en faire des nouvelles matières, des nouveaux produits. Donc là aujourd'hui c'est quelque chose qui évolue, et donc il n'y a pas une typologie de produits plus éco-responsables que d'autres, tous peuvent le devenir, mais le plus éco-responsable possible aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais tendance à définir qu'un objet éco-responsable il doit être utile, de qualité et durable, en introduction. Après, on peut se pencher sur la chaîne de fabrication. Par exemple, on va parler, il y a un fournisseur qui est là, mais tout ce qui est produit électronique est difficile d'être éco-responsable quand on met de l'électronique dans des produits. Ouais. Mais pareil, les composants évoluent, plein de choses évoluent dans ces domaines-là. Donc on tend vers une éco-responsabilité supérieure, mais qui ne sera pas atteinte à 100%. À 100%. Est-ce qu'il y a de... Moi, j'ai une question. Oui. On parle beaucoup d'objets, de protection de l'environnement, mais quid de la QVT? Là, La QVT, qualité de vie au Qualité travail. de- Du coup. ouais. Alors nous, c'est une notion très importante au sein du groupe Full Ace déjà, Et à l'agence aussi. et à l'agence aussi. Nous, notre démarche RSE, ça s'arrête justement pas que sur l'aspect environnemental, elle tient compte aussi du bien-être des collaborateurs, de cet aspect social. Donc pour ça, nous, on met en place pas mal de démarches en interne pour permettre aux collaborateurs de se sentir bien et aussi de pouvoir les impliquer sur ce sujet d'entreprise qui est la RSE et qu'ils puissent participer, que ce soit à des événements, à des tables rondes, à des échanges sur leur temps de travail, mais qui n'ont pas d'impact avec leur métier premier. Par exemple, ça peut être une personne du service comptabilité, une personne du service création graphique qui va venir échanger avec nous et qui va mettre en place des projets d'entreprise pour participer à ces projets d'entreprise en parallèle de son métier de tous les jours. Et ça permet vraiment d'avoir une qualité de vie au travail agréable pour les collaborateurs. Après, on essaye au quotidien de mettre en place plein de petites actions. On a mis en place un accord d'entreprise pour le télétravail, un catalogue d'horaires permettant aux collaborateurs d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Merci Camille. Non, j'ai de réponse. Donc, oui, Patrick. Ouais, pour finir de répondre à la question, et qui pour moi est une conclusion qu'on peut amener sur la RSE, la qualité de vie au travail fait partie de la RSE, tout ce qui est sociétal, environnemental. Les nouveaux bilans extra-financiers, comme disait Camille, la CSRD qui va apparaître, va nous permettre de nous évaluer, de montrer des axes de progression là-dessus. C'est ce qu'on demande chez nous. Nous, on y travaille beaucoup parce qu'on a placé le salarié au centre de l'entreprise, mais et c'est pas que des mots, hein, c'est des actes tous les jours. Pour nous, un salarié heureux sera un salarié en situation de réussite. Donc on fait comment on travaille quand on le recrute, comment il va être en réussite dans notre entreprise pour qu'il soit bien. Et on duplique ça au niveau de nos fournisseurs. Parce que quand on parle des audits BSCI, on regarde ce qui se passe chez nos fournisseurs dans les unités de production. Pour nous, la chaîne doit être vertueuse et on doit monter la qualité de vie au travail aussi bien chez les producteurs que chez nous. Après, chez vous, mais c'est à vous de le faire, nos clients. Mais ça fait partie de la chaîne à analyser. Tout à fait. Eh bien, notre live prend fin. Je tiens à remercier tous nos fournisseurs présents. Je tiens à remercier Patrick Laporte et Camille Ducasse pour les réponses apportées. Pour ceux qui sont à distance, vous pourrez également revoir le live. Il sera rediffusé dans quelques jours. Vous pouvez apporter des questions complémentaires et nous laisser votre mail si vous avez de nouvelles questions. Vous pourrez donc sur le site adéquation-entreprise au pluriel.com faire une sélection d'objets justes et nous demander également le rapport de progrès en téléchargement.
Nous répondrons, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et vos demandes de devis également. Merci à tous. Merci. Merci. Excellente journée à vous.